Dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a mené de nombreux projets visant à développer de nouveaux types d'armes pour obtenir une suprématie militaire. La majorité de ces conceptions, de véritables innovations en matière de conception d'armes, étaient en avance sur leur temps. Les Allemands les appelaient Wunderwaffen, soit armes miraculeuses. Certaines de ces armes ont été déployées avec succès sur les champs de bataille, tandis de nombreux projets ont donné naissance à d'impressionnantes machines de guerre, mais beaucoup se sont révélés être des échecs complets. L'idée de construire le plus grand char de l'histoire de la guerre faisait partie des armes miraculeuses d'Hitler. L'armée d'Hitler, axée sur les combats terrestres, souhaitait un char qui faciliterait la victoire dans ses batailles. La principale caractéristique de ce nouveau char, sa taille énorme, dépassait tout ce qui avait été réalisé jusqu'alors. En comparaison, même les chars les plus lourds auraient semblé minuscules. Comme tous les dictateurs de son époque, Adolf Hitler était fasciné par les armes démontrant sa puissance militaire. En 1942, Hitler a été présenté avec le projet de construire le plus grand char jamais conçu par Edward Grote, un ingénieur de la célèbre entreprise Krupp. Hitler était enchanté, estimant que l'aspect terrifiant du char correspondait parfaitement à l'image qu'il souhaitait pour l'armée allemande. À l'époque, Porsche avait déjà commencé la construction d'un char lourd de 188 tonnes, le Maus, qui devait devenir le guide des panzers allemands. Cependant, le mot n'était rien comparé à son cousin plus grand, surnommé le Rat ou le Rat. Le Rat faisait partie d'un concept de cuirassé terrestre en développement depuis les années 30. La recherche sur ce concept avait été initiée par l'Union soviétique avec un projet nommé TG5. Ce projet envisageait la construction d'un char à moteur multiple pesant 1000 tonnes, armé d'un canon principal de 107 mm et de 4 tourelles auxiliaires. L'un des ingénieurs sur le projet était Eduard Grote. De retour en Allemagne, Grote a partagé ses idées pour la construction d'un char géant. Il a été nommé directeur chez Krupp, et en juin 1942, il a eu l'occasion de présenter ses plans à Hitler. Le Führer a montré un grand enthousiasme pour le projet, et a demandé des études de conception plus approfondies. Grote a répondu en fournissant une série de dessins qui serviraient de base pour le projet final, désigné le Landkreuzer P1000 Rat, ou le Rat. Edward Grote a estimé le poids du char Rat à un impressionnant 1000 tonnes métriques, un poids énorme comparé à tout autre char de l'époque. Le dernier char allemand produit, le Tiger Ami, ne pesait que 54 tonnes. L'armement du Rat pesait à lui seul 300 tonnes. L'armure et le châssis pesaient 200 tonnes, les moteurs de propulsion et de suivi 100 tonnes, et le reste comprenait le poids des munitions et diverses autres pièces. L'épaisseur de l'armure variait de 5,9 à 14,2 pouces, soit de 150 à 360 mm. Le poids colossal du char était assorti à ces dimensions énormes. Le Rat était prévu pour mesurer 35 mètres de long et 14 mètres de large. Avec son canon orienté vers l'avant, sa longueur atteignait 39 mètres. Le char mesurait 11 mètres de haut, soit l'équivalent d'un bâtiment de 3 étages. Le Rat était si imposant qu'il disposait même de son propre système de toilettes et d'un garage pour 2 motos BMW R12, tout en ayant un équipage de 41 hommes. Les dimensions et le poids du char nécessitèrent des chenilles très larges pour assurer une bonne répartition de la pression au sol. Le Rat était conçu pour avoir 6 chenilles, chacune mesurant 1,2 m de large, 3 de chaque côté du châssis. Mettre en mouvement un monstre de 1000 tonnes aurait été une tâche ardue, nécessitant environ 12 000 kW ou 16 000 chevaux pour déplacer le char. La première option de propulsion consistait en 2 moteurs diesel V12 de 6300 kW ou 8400 chevaux, semblables à ceux utilisés sur les sous-marins allemands. L'alternative était d'utiliser 8 moteurs diesel Daimler-Benz MB500, un de 1500 kW ou 2000 chevaux chacun, utilisés sur les bateaux allemands. Ces moteurs étaient conçus pour fournir une vitesse maximale de 25 miles par heure, ou 40 km par heure. Cependant, en réalité, le char n'aurait probablement pas pu atteindre cette vitesse en raison de problèmes de suspension et de transmission. L'armement prévu du char était tout aussi impressionnant que son apparence. Le Rat était équipé de plusieurs types de canons,
dont 2 canons navals principaux de 28 cm, SK-C-34. Ces canons avaient été conçus dans les années 30 pour équiper les cuirassés de classe Shornhouse. Il va sans dire qu'ils étaient extrêmement puissants. À une distance de 3 miles, les canons étaient capables de percer une armure jusqu'à 17,7 pouces d'épaisseur. À une élévation maximale de 40 degrés, leur portée voilée était incroyablement de 25,6 miles. Le Rat était également équipé d'un canon anti-char KWK-44 L55 comme arme supplémentaire. Il n'existe aucun enregistrement indiquant si ce canon était prévu pour être positionné à l'avant, avec les canons principaux, ou sur une tourelle séparée du côté opposé du char. D'autres armements incluaient un nombre inconnu de canons anti-aériens de 20 mm et des autocanons de 15 mm, normalement utilisés sur les avions allemands. La taille intimidante du Rat était la caractéristique sur laquelle tout le projet était fondé. Paradoxalement, c'était aussi son principal défaut. Tout d'abord, il n'y avait aucune usine de chars en Allemagne assez grande pour assembler un véhicule aussi énorme équipé de canons navals. Pour cette raison, un chantier naval était nécessaire. La construction d'un prototype de char nécessitait plusieurs mois et monopolisait une grande partie des ressources et de l'espace du chantier naval. C'était un luxe que les Allemands ne pouvaient pas se permettre à l'époque. Même si le char avait été construit, sa mise en service aurait été un cauchemar logistique. Le Rat, pesant 1000 tonnes, n'aurait pas pu être transporté par rail jusqu'au champ de bataille en raison de son poids excessif. À sa propre vitesse de moins de 25 miles par heure, le Rat aurait mis une éternité pour atteindre le front. S'il était tombé en panne en route, le remorquage aurait été impossible, nécessitant un char de taille similaire pour accomplir la tâche. De plus, le poids du Rat aurait détruit les routes et les ponts s'il les avait empruntés. Le seul avantage était la grande garde au sol du char de 6 pieds, qui lui aurait permis de simplement traverser une rivière. En fin de compte, le Rat aurait pu être considéré comme un char puissant, mais il aurait également été une cible remarquablement facile à atteindre. L'épaisse armure du Rat aurait posé un défi pour les chars alliés, mais pas pour les bombardiers alliés. Malgré l'armure lourde, il n'aurait pas pu résister aux bombardements aériens. Être un véhicule gigantesque et lent l'aurait rendu une cible parfaite pour les attaques aériennes. Le Rat était une arme énorme, puissante, mais finalement peu pratique. Lorsque l'idée de construire le char est apparue en 1942, l'industrie allemande était déjà surchargée par l'effort de guerre. Investir du temps et des ressources précieuses pour construire le plus grand char du monde aurait entravé cet effort sans apporter de résultats significatifs. C'est pourquoi le ministre de l'Armement, Albert Speer, a annulé le projet au début de 1943, avant même qu'il n'entre en phase de production. Le Rat est resté l'une des grandes fantaisies d'Hitler. Comme l'a écrit le général allemand Heinz Guderian dans son autobiographie, la fantaisie d'Hitler l'a conduit dans le domaine du gigantisme. Le Schwerer Gustav était le plus grand canon d'artillerie jamais fabriqué. Avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Hitler avait besoin d'une arme dévastatrice pour l'invasion de la France qui pourrait détruire la ligne Maginot, pénétrant ses plusieurs couches de béton et d'acier. Le Schwerer Gustav a été conçu en 1934 par le fabricant d'armes allemand Krupp. Ce gigantesque canon ferroviaire pesait 1350 tonnes et avait une longueur totale de 47,3 mètres. Il était monté sur un châssis ferroviaire qui roulait sur des voies spécialement construites et devait être démonté et assemblé pour chaque utilisation. Un ensemble de voies extérieures était nécessaire pour permettre aux grues de réaliser cette opération. La longueur de son canon était de 32,5 mètres. Et il ne pouvait se déplacer qu'en montée ou en descente à une élévation de 48 degrés, la visée horizontale étant obtenue par des vouées courbes. Le calibre de l'arme était de 80 cm, et les obus lourds à perforation de béton ou à haute explosivité pesaient 7 tonnes, ce qui en faisait les obus les plus grands et les plus lourds de toute pièce d'artillerie dans le monde. Le canon avait une portée de tir de 47 km. Après plusieurs tirs, le canon s'userait et nécessiterait un remplacement. Le canon d'artillerie nécessitait une équipe nombreuse et impressionnante. L'assemblage du canon nécessitait 250 membres d'équipage et prenait 3,5 jours, tandis que la pose des rails requérait 2500 membres d'équipage. Des unités de défense contre avions étaient aussi requises pour défendre le canon des attaques aériennes, sa taille le rendant très repérable.
Le Schwerer Gustav a été construit tout au long des années 30, mais il n'est entré en service qu'en 1941, manquant donc l'invasion française. Le canon a été transporté sur le front de l'Est, et utilisé lors du siège de Sébastopol, où 4000 hommes étaient nécessaires pour le mettre en position. Il a tiré 300 obus sur plusieurs positions ennemies, y compris des forteresses soviétiques et des dépôts de munitions. Après cela, le Schwerer Gustav a été transporté à Leningrad, mais l'attaque a été annulée. On ignore s'il existait un second canon, ou si c'était un surnom donné par l'équipage d'artillerie allemand. Mais en 1942, Dora, comme elle était surnommée, était opérationnelle à Stalingrad, avant d'être retirée par les Allemands. Pendant 1942, les Allemands ont proposé de construire une nouvelle version du canon, montée sur une plateforme autopropulsée qui pourrait se déplacer sans voie ferrée, appelée le Landkreuzer 1500 Monstre. Cependant, l'idée a été abandonnée. Alors que la guerre touchait à sa fin, le Schwerer Gustav, selon certaines sources, a été détruit par les Allemands pour éviter sa capture le 14 avril 1945, et ses ruines ont été étudiées par des spécialistes soviétiques. En somme, le Schwerer Gustav était une arme peu pratique, exigeant beaucoup d'équipage et de préparation pour être opérationnel. Yamato Super Cuirassé, le plus grand cuirassé de l'histoire, Seconde Guerre mondiale. Conception. La classe de cuirassé Yamato était la fierté de la marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette classe était les cuirassés les plus lourds jamais construits. Les cuirassés de classe Yamato étaient l'un des plus grands et les plus puissants de leur genre, avec l'armement le plus important jamais monté sur un navire. La conception visait à contrer la suprématie numérique de la flotte américaine du Pacifique. Les Japonais ont décidé de construire des cuirassés plus imposants, pouvant affronter plusieurs navires ennemis simultanément, car il manquait de moyens économiques et industriels pour produire une grande flotte. La marine impériale japonaise nécessitait un cuirassé super lourd qui serait armé de canons de 18,1 pouces et d'une armure qui pourrait résister à l'impact de coquilles de 18 pouces. De plus, le navire devait avoir une vitesse maximale de 27 nœuds et une autonomie de 8000 miles à une vitesse de 18 nœuds. Après la réception de ces exigences, les concepteurs ont commencé le développement en 1935, après l'élaboration des plans initiaux. Il a été décidé que le navire devait avoir un déplacement de 69 000 tonnes. Les dimensions du cuirassé étaient impressionnantes. La longueur totale du navire était de 839 pieds, avec une largeur de faisceau de 127,7 pieds. La protection du Yamato était également remarquable. Le poids total de l'armure était de 22 534 tonnes, ce qui représentait un tiers du déplacement total. L'épaisseur de l'armure variait de 8 pouces à 16 pouces selon la section. L'armure du pont était entre 7,9 et 9,1 pouces, tandis que les tourelles de canon étaient protégées par une armure allant de 9,5 à 26 pouces. Cette armure était censée protéger le Yamato de toutes les armes navales alliées. La classe de cuirassé Yamato était alimentée par 4 moteurs à vapeur avec 12 chaudières et une puissance totale de 150 000 chevaux vapeur. Même à pleine vitesse, le Yamato restait très manœuvrable. Navire de la classe Yamato. La marine impériale japonaise a commandé 2 cuirassés de la classe Yamato en 1936. Le premier, Yamato, a été construit dans les chantiers navals de Kure, et le second, Musashi, dans le chantier naval de Mitsubishi à Nagasaki. Les 2 chantiers navals ont dû être modifiés pour gérer la construction de ces énormes navires. La production des navires étant secrète, de grandes clôtures et des toiles ont été installées autour des quais pour se protéger des espions. De plus, si un travailleur mentionnait le projet, il risquait la mort. La marine a commandé 2 autres cuirassés en 1939. La construction du premier, nommé Shinano, a commencé, mais après la bataille de Midway, il a été décidé qu'il serait converti en porte-avions. Le dernier, nommé officieusement numéro 111, est resté inachevé. Armement. L'armement du Yamato, les cuirassés, était conforme à l'échelle du navire et à son objectif. L'armement principal comprenait 3 tourelles triples avec des canons de type 94 de 46 cm. Ces canons longs de 69 pieds et 4 pouces pouvaient tirer un projectile de 3219 livres à une distance de 26 miles et un dixième, avec un taux de tir d'1,5 projectile par minute. Ces canons étaient les plus grands et les plus puissants jamais installés sur un navire.
Le poids total d'une tourelle était de 2764 tonnes, ce qui équivaut au poids d'un destroyer de flotte. L'armement secondaire se composait de 4 tourelles triples avec des canons de 155 mm. L'armement anti-aérien se composait de 6 canons de 127 mm de type 89 montés en double, installés sur le côté du navire, au-dessus des canons de 155 mm. De plus, le Yamato avait 8 canons de 25 mm de type 96, montés en triple, et 4 canons de 13 mm de type 93 sur la tour du pont. Le Yamato avait même un hangar sous le pont pour stocker 3 à 4 avions qui étaient lancés avec 2 catapultes. Au fil de la guerre, l'armement du Yamato a été modifié, certains canons étant retirés et d'autres ajoutés. La première modification a eu lieu en juillet 1943. Lorsque des radars ont été installés pour améliorer la défense anti-aérienne du navire. En même temps, 4 canons triples de 25 mm supplémentaires ont été ajoutés au pont Météo. La deuxième modification a eu lieu en février 1944, lorsque 2 canons latéraux de 155 mm ont été retirés, car inutiles pour la défense anti-aérienne. Ces derniers ont été remplacés par 6 canons supplémentaires de type 89 de 127 mm montés en double. La défense anti-aérienne a été renforcée avec 55 canons de 25 mm, certains montés en triple et d'autres en simple. La dernière modification en novembre 1944, après la bataille du golfe de Leyte, a vu presque tous les canons de 25 mm montés en simple remplacés par des canons montés en triple, et 27 nouveaux canons de 25 mm. Après cela, le Yamato avait 152 canons de 25 mm dans son armement. Malgré les investissements importants du Japon dans la construction des cuirassés de classe Yamato, leur utilisation pendant la guerre fut décevante. Les Japonais ont construit les cuirassés pour affronter d'autres navires en mer, sans anticiper la puissance de l'aviation comme arme de guerre majeure. On pourrait dire que le Yamato était déjà dépassé lors de sa mise en service. Bataille de Midway. Les 2 cuirassés de la classe ont vu peu d'action pendant la guerre. Le Yamato, mis en service le 15 décembre 1941, était considéré comme le navire amiral de la flotte combinée japonaise. Pendant la bataille de Midway, l'amiral Isoroku Yamamoto commandait sa flotte depuis le pont du Yamato. Comme la bataille s'est terminée de manière désastreuse pour la marine impériale japonaise, le Yamato a été retiré au Japon, où il a servi de navire de commandement, manquant la bataille de Guadalcanal. En raison des périodes fréquentes et longues d'inactivité, il a été surnommé l'hôtel Yamato. Le Musashi a pris le relais du devoir de navire amiral de la flotte combinée le 22 janvier 1943, mais il a peu vu d'action. Les 2 navires servaient de transporteurs à l'époque, pouvant déplacer de nombreuses troupes. Durant ces opérations, les 2 navires ont été touchés par les États-Unis, par des sous-marins, les forçant à passer de longs séjours dans les chantiers navals pour réparation. La bataille du golfe de Leyte. La première grande action des 2 navires s'est déroulée pendant la bataille du golfe de Leyte, la plus grande bataille navale de la guerre. Le 24 octobre 1944, les forces américaines ont lancé une attaque aérienne massive sur la flotte japonaise. Les attaques concentrées de bombes et de torpilles ont coulé le Musashi, incapable de résister à l'assaut. Il a été coulé à la fin de la journée. Le jour suivant, le Yamato a utilisé ses canons de 46 cm, pour la première et unique fois pendant la guerre, touchant un porte-avions américain à une distance de 20 miles. Durant la bataille, le Yamato a été touché par plusieurs bombes sans être gravement endommagé. Cependant, en raison du danger des attaques de torpilles, il a dû quitter la bataille. Mission Suicide. Opération Tengo. L'engagement final du Yamato était lié à l'invasion alliée d'Okinawa, ce qui a poussé la marine japonaise à commencer l'opération Tengo, envoyant toute la flotte pour affronter les forces américaines. Marine soutenait l'invasion. Le 6 avril 1945, le Yamato, avec des magazines complets, est parti avec un croiseur léger et 8 destroyers pour une mission suicide. Les décrypteurs américains ont découvert les plans japonais, donc les États-Unis. La marine était prête pour l'action à venir. Le 7 avril, un convoi de 10 navires, mené par le Yamato, a été attaqué par 400 avions américains. Le Yamato a résisté aux bombes frappant son pont, mais les 11 torpilles ayant touché bâbord étaient trop pour lui. Chavirant sur bâbord, ses magasins arrière ont explosé, coulant le Yamato. 3063 marins,
ont été tués et seulement 269 ont été sauvés. Le naufrage du cuirassé Yamato a marqué la fin de la marine impériale japonaise. Technologie des zeppelins de la Première Guerre mondiale. Lorsqu'un aristocrate allemand, le brigadier général Ferdinand Zeppelin, a pris sa retraite de l'armée en 1891, il s'est consacré à l'étude de l'aéronautique. Ses propositions au gouvernement pour une machine volante plus légère que l'air ont été rejetées en 1884, mais néanmoins, il a investi tout son argent dans une entreprise produisant des dirigeables. En 1898, Zeppelin avait construit son premier dirigeable. La base du dirigeable était dans ces sacs de gaz remplis d'hydrogène, transportés à l'intérieur d'un squelette en acier. Il pesait 12 tonnes et contenait 400 000 pieds cubes d'hydrogène, et était propulsé par des hélices, reliées à une paire de moteurs Daimler de 15 chevaux. Lorsque le Zeppelin LZ a effectué son vol le 2 juillet 1900, le gouvernement allemand a décidé de financer le projet. En mars 1909, l'armée allemande a acheté le Zeppelin I. Ces Zeppelins pouvaient atteindre une vitesse maximale de 136 km/h et atteindre une hauteur de 4250 mètres. Ils étaient armés de 5 mitrailleuses et pouvaient transporter 2000 kg ou 4400 livres de bombes. Les Zeppelins étaient utilisés pour les bombardements au début de la guerre. Un Zeppelin a été utilisé pour bombarder Liège en Belgique le 6 août 1914, mais a dû effectuer un atterrissage d'urgence après avoir rencontré le feu de l'artillerie belge. Durant les semaines suivantes, les forces terrestres ont détruit 3 autres Zeppelins. Malgré leur vulnérabilité, les Allemands ont persisté à utiliser les Zeppelins pour attaquer la France. En janvier 1915, 2 dirigeables navals Zeppelin ont survolé la côte anglaise, bombardant Great Yarmouth et King's Lynn. Les Zeppelins ont commencé un raid de bombardement sur Londres le 31 mai 1915, tuant 28 personnes et en blessant 60 autres. Les Zeppelins ont été utilisés lors de la bataille de Verdun en 1916, 4 d'entre eux étant abattus par des tirs au sol, mettant fin à leur utilisation sur le front occidental. Ils ont continué à être utilisés pour attaquer le front intérieur britannique, mais les pilotes de chasse britanniques et les artilleurs anti-aériens sont devenus efficaces pour les abattre. 115 Zeppelins ont été utilisés par l'armée allemande, avec 77 détruits ou endommagés au-delà de toute réparation. Après la guerre, les Zeppelins ont servi au transport civil. Char Superlord Maus. Le Panzerkampfwagen Maus était un char super lourd conçu par les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était le char le plus lourd jamais construit dans l'histoire. Fin 1944, seuls 2 prototypes du Maus ont été achevés. Il n'a donc jamais réellement combattu. Le développement de ce superchar était principalement lié à l'obsession d'Hitler de surpasser les Alliés dans le développement de chars lourds, en particulier les soviétiques. La tâche de concevoir un char plus grand et plus puissant que tout autre a été confiée au principal constructeur de chars allemand, Ferdinand Porsche. En juin 1942, Porsche a présenté à Hitler l'idée du char VK100.0, un type 205, que le Führer a approuvé. Ce char devait peser 150 tonnes et était destiné à utiliser soit un canon de 150 mm, soit un canon de 128 mm, avec un canon supplémentaire de 75 mm et une mitrailleuse MG34. La production de la coque, de la tourelle et de l'armement du char a été confiée à Krupp, tandis que l'assemblage devait se faire dans l'usine Alket. Le projet, initialement nommé le Mammouth, a été renommé Maus, qui signifie souris. Le 1er mai 1943, Hitler a vu une maquette en bois du futur char. Comme il était satisfait de ce qu'il voyait, il a ordonné une production de 150 chars Maus. Bien qu'il ait commandé la version avec le canon de 128 mm et le canon coaxial de 75 mm, il voulait que les modèles futurs soient armés du canon plus puissant de 150 mm. Le résultat des plans finaux était de 10,1 mètres de long, 3,67 mètres de large et 3,63 mètres de haut, et il pesait presque 190 tonnes. L'équipage devait se composer de 6 hommes, un commandant, un artilleur, 2 chargeurs, un conducteur et un opérateur radio. L'armure du Maus était très impressionnante.
La tourelle avait une épaisseur de 220 mm, ou 8,7 pouces à l'avant, et 200 mm, ou 7,9 pouces d'épaisseur sur ses côtés et à l'arrière. L'épaisseur de la coque était de 200 mm, ou 7,9 pouces à l'avant, et de 180 mm, ou 7,1 pouces sur le côté. L'armement du char était tout aussi impressionnant. L'armement principal était le canon KWK-44 de 128 mm. Avec un tel canon, un MOS pourrait détruire presque tous les chars alliés dans un rayon de 3500 mètres. L'armement coaxial secondaire était le canon KWK-44 de 75 mm. La tourelle était aussi munie d'une mitrailleuse MG-34 de 7,92 mm pour le combat rapproché. Un tel char lourd requérait un moteur puissant pour le mouvoir. Porsche voulait utiliser le moteur électrique à essence déjà utilisé sur leur version du char Tiger. Le moteur à essence actionnerait le générateur électrique qui entraînait les 24 roues que chaque piste avait. La vitesse projetée du char avec un tel moteur était de 20 km/h, soit 12 miles par heure. Le moteur du système était si énorme qu'il occupait les 2/3 de la coque entière et obligeait à placer la tourelle à l'arrière. Avec cette conception, le conducteur et l'opérateur radio assis dans la coque étaient complètement coupés de l'équipage de la tourelle. Les chenilles de la souris étaient montées proportionnelles à la taille globale du char afin de lui donner une bonne mobilité. Elle mesurait 1,1 mètre de large, soit 3,6 pieds, et était soutenue par un système de suspension sur chacune des roues. Comme la taille du char était sa principale caractéristique, c'était aussi son plus grand inconvénient. Avec un poids total stupéfiant de 188 tonnes, sa mobilité était sérieusement mise en question, et c'était la principale raison pour laquelle les commandants allemands n'étaient pas friands du concept. Avec une faible vitesse et une haute silhouette, le char Maus était une grande cible, surtout pour l'armée de l'air. Les inconvénients du concept entier du MOS semblaient évidents pour la Heereswaffenamt, l'agence d'armement allemande, qui a protesté contre le MOS en affirmant qu'elle n'avait pas besoin d'un tel char et qu'elle ne pouvait tout simplement pas formuler un plan tactique pour lui. Avec sa mobilité réduite, le MOS ne pouvait pas chasser les chars, mais servir de forteresse mobile. En octobre 1943, l'armée a finalement annulé la commande de 150 chars MOS. Le mois suivant, Hitler a ordonné l'arrêt du développement du Maus, car il croyait que les ressources pourraient être mieux utilisées pour d'autres projets. Cependant, les autorités ont permis à Porsche de continuer à construire leur prototype. Le premier prototype, le V1, a été créé en décembre 1943. Malgré l'absence de tourelle, il était muni d'une fosse pour simuler le poids pendant les essais. Le V1 avait un moteur à essence, Daimler-Benz MB 509 V12 de 1080 chevaux, qui produisait une vitesse de seulement 13 km/h, soit 8 miles par heure. Les tests ont révélé que le poids du char était un obstacle majeur. Les constructeurs ont également réalisé que le poids de 188 tonnes signifiait qu'il n'y avait aucun pont en Europe que le MOS pouvait traverser sans le détruire. Pour surmonter ce problème, le V1 a été équipé d'un énorme tuba qui lui permettait d'être immergé à une profondeur de 8 mètres afin de traverser les rivières. Le deuxième prototype, le V2, est arrivé à la mi-1944 et différait considérablement du V1. Cette version avait une vraie tourelle installée. Le moteur a été remplacé par un diesel, Daimler-Benz MB 517 de 1200 chevaux. Le V2 était équipé d'une direction électrique avancée et d'un nouveau système de vitesse Skoda. Cependant, tous ces éléments n'ont montré que de légères améliorations. Des tests de prototypes étaient effectués à Kummersdorf, près du terrain d'essai Porsche de Böblingen. Les tests étaient marqués par de fréquentes pannes de moteur et des retards de production causés par les bombardements alliés. Finalement, en août 1944, Krupp a reçu l'ordre d'annuler la production des coques de Maus et de démanteler celles déjà produites. C'était la fin officielle du projet de char Maus. En avril 1945, alors que l'armée rouge approchait le terrain d'essai de Kummersdorf, les Allemands ont détruit le prototype V2. Les Soviétiques ont ensuite pris la coque du V1 et monté la tourelle du V2 dessus, afin de réaliser leurs propres tests. Aujourd'hui, ce char est exposé au musée des chars de Kubinka. Technologie de la Seconde Guerre mondiale, le Tiger E, Panzersitz, char lourd. Le légendaire Tiger E allemand a une réputation de machine redoutée par les Alliés, combinant une puissance de feu mortelle et une excellente armure. Le besoin de remplacer le Panzer IV remonte à 1938, lorsque plusieurs prototypes ont été construits.
En 1941, une commande a été passée à Henschel pour le VK 36,01 avec la spécification d'une bonne protection d'armure, d'un canon puissant et d'une vitesse maximale de 40 km/h ou 25 miles par heure. Le char devait être plus grand, et une commande a été passée en mai 1941 pour un char de 45 tonnes, appelé le VK 45,01. Il était armé d'un canon de 8,8 cm. La date limite pour le prototype serait le 20 avril 1942, anniversaire d'Hitler, ce qui a forcé à précipiter plusieurs éléments de la conception. Une fois terminé, il serait nommé le VK 45,01H, le H représentant Henschel. En compétition, Porsche avait créé son propre design, le VK 45,01P selon les mêmes exigences. Les deux conceptions ayant respecté la date limite de l'anniversaire d'Hitler, la conception de Henschel a été sélectionnée pour la production, désignée comme le Panzerkampfwagen Tiger AOSF-E. Mais finalement, la conception finale utiliserait un mélange des pièces des prototypes précédents de Henschel et Porsche et la tourelle et le canon de Krupp resteraient des mêmes. L'équipage du char Tiger comptait 5 membres. Le commandant, le tireur, le chargeur dans la tourelle, le conducteur et l'opérateur radio dans la coque. L'armure était très épaisse, de 25 à 125 mm, offrant une excellente protection. Pour les déplacements tout-terrain ou la préparation au combat, des chenilles plus larges amélioraient la traction. À partir de 1943, le char de 55 tonnes était propulsé par un moteur à essence V12 Maybach HL 230 P45, fournissant 690 chevaux ou 515 kW. C'était assez sous-alimenté. Et le char avait une vitesse maximale de 38 km/h, soit 24 miles par heure. Un problème de suringénierie avec le char était la suspension à roues, superposée, qui se bouchait avec de la boue. Et sur le front de l'Est, c'était particulièrement dangereux car la boue gelait, immobilisant complètement le char. L'armement du Tiger Pain était son mortel canon KW-36 de 88 mm, capable de pénétrer l'armure américaine M4 Sherman et 2 mitrailleuses MG-34 ou MG-42, l'une coaxiale dans le mantelet et l'autre dans une tourelle sphérique à l'intérieur de la coque. Des canistères de décharge de fumée étaient aussi placés de part et d'autre de la tourelle. Le Tiger Palm est apparu pour la première fois en Tunisie, en Afrique du Nord fin 1942, choquant les forces britanniques. Ils ont été utilisés sur tous les fronts, y compris l'Italie, la Normandie et le front de l'Est. Ce n'est qu'à partir de mi-1944 que les Alliés ont pu produire des chars capables d'engager efficacement le char Tiger, comme le Sherman Firefly britannique et le T-3485 russe. Seulement 1350 Tiger Demi ont été construits, avec une production entre août 1942 et août 1944. Parmi les variantes rares, on trouve le Befehlspanzer Tiger, un char de commandement, et le Sturm Tiger, équipé d'un grand mortier autopropulsé. Le char 2C super lourd. Le char 2C a été conçu pendant la seconde moitié de la Première Guerre mondiale, dans le but de briser l'impasse de la guerre des tranchées. Le général français Mauret, sous-secrétaire d'artillerie, a accordé au chantier naval Forges et Chantiers de la Méditerranée un contrat pour développer un char lourd, ou char de saut de Grémadel, signifiant grand modèle de char d'assaut. Bien que la Forge et Chantiers de la Méditerranée aient reçu un paiement pour le développement du char lourd, ils n'ont pas réussi à commencer le développement de base. Le développement réel ne débutera qu'en septembre 1916, lorsque l'intérêt public pour les conceptions de chars français s'accrut suite à la révélation des marques britanniques à la bataille de la Somme. Le général Mauret a pris personnellement le contrôle du développement, après avoir découvert que la Forge et Chantiers de la Méditerranée avaient négligé le projet. Le général Mauret entrerait en conflit avec le brigadier Estienne, qui développait le char léger FT-17 avec Renault, et pensait que son char lourd utiliserait des ressources qui pourrait être utilisé sur son projet. Estienne irait voir le général Joffre lui-même pour faire annuler le projet de char lourd. Après que la première action d'un nouveau char léger, le Schneider CA, a été un désastre, Albert Thomas, ministre de l'Armement, a annulé tous les projets de chars. Estienne et Mauret ont alors collaboré, convainquant finalement Thomas de revenir sur sa décision. Le 17 novembre, le premier prototype du Forge et Chantier de la Méditerranée India était prêt. Le général Patin commanderait 300 forges et chantiers de la Méditerranée 1A. Cependant, en 1919, avec la fin de la guerre,
La commande a été annulée, et plus tard remplacée par une commande de 10 chars forges et chantiers de la Méditerranée 2C. Des variantes de classes de poids de 30, 40 et 62 tonnes étaient prévues pour le char 2C. Cependant, la fin de l'armistice a empêché leur production. Dans la France d'après-guerre, la version de 62 tonnes a été produite en 1921, avec 10 exemplaires en service. Le tout C mesurait 10,3 mètres de long, 3 mètres de large et 4,1 mètres de haut, soit 33,7 pieds d'eau d'empoigne de long, 9,8 pieds bambou de large et 13,4 pieds d'eau de haut. L'armure était de 45 mm, ou 1,8 pouces d'épaisseur à l'avant, 22 mm, ou 0,86 pouces d'épaisseur sur les côtés, et 6 mm, ou 0,24 pouces d'épaisseur à l'arrière. Épais pour un char de la Première Guerre mondiale, mais mince selon les normes de la Seconde. Il était alimenté par 2 moteurs diesel Maybach, le même type qui avait été utilisé sur les Zeppelins allemands pendant la Première Guerre mondiale, ce qui lui donnait une vitesse maximale de 15 km, ou 9,3 miles par heure. Les chars étaient également équipés de queues de franchissement de tranchées, en raison de la décomposition en guerre de tranchées. L'armement du char 2C était un canon de 75 mm à tir rapide et à haute vélocité, situé dans une tourelle à 3 hommes à l'avant et 4 mitrailleuses Hotchkiss de 8 mm, une à l'avant, une de chaque côté, et une à l'arrière, dans la tourelle arrière. Le super-tank abritait un équipage de 12 personnes, le commandant, le conducteur, le tireur, le chargeur, l'opérateur radio, le mécanicien et son assistant, un électricien et 4 mitrailleurs. Bien qu'obsolètes en 1935 en raison de leur faible vitesse et de leur profil élevé, les 10 chars 2C ont été réactivés et mis en service en tant que 51e bataillon, chars de combat, en 1939 pour servir de dispositif de propagande dans les films, encourageant de nombreuses personnes à les considérer comme des super-tanks invincibles. Encourageant de nombreuses personnes à les considérer comme des super-tanks invincibles dans la Seconde Guerre mondiale. Chaque char avait été nommé d'après l'une des anciennes régions de France, les numéros 90 à 99 nommés Provence, Picardie, Alsace, Bretagne, Touraine, Anjou, Normandie, Berry et Champagne. En 1940, le commandement français a ordonné d'expédier les chars dans le sud de la France par train, au lieu de les utiliser pour se défendre contre l'offensive allemande. Cependant, certains des chars étaient en panne et ont été détruits lors de leur transport vers le sud de la France par chemin de fer, plutôt que de permettre aux Allemands de les capturer lorsqu'un train de carburant en flammes a bloqué le chemin de fer. Le numéro 99, surnommé Champagne, n'a pas réussi à détonner et les Allemands l'ont capturé, le ramenant à Berlin comme trophée de guerre. Il a disparu en 1945 après la chute de Berlin aux Soviétiques, et on soupçonne qu'il a été démantelé. La ligne Maginot, fortification défensive française, Seconde Guerre mondiale. La ligne Maginot était une série de fortifications défensives le long des frontières françaises de la ligne Maginot. Nommée d'après le ministre français de la guerre André Maginot, avait pour but de dissuader une invasion allemande. Elle servirait à d'autres fins basées sur l'expérience de la Première Guerre mondiale. Elle permettrait d'économiser la main-d'œuvre française, devenant un substitut à une armée réduite, car la France manquait de jeunes hommes pour les forces armées. Elle entraverait également l'armée allemande en cas d'attaque, donnant le temps de mobiliser l'essentiel de l'armée française. Au moment de la construction de la ligne Maginot, elle avait coûté 3 milliards de francs. Les fortifications, construites durant l'entre-deux-guerres des années 30, étaient à la pointe de la technologie et une merveille d'ingénierie militaire. Ce n'était pas une ligne continue comme le suggère le nom, mais une série de fortifications le long de la frontière. Les principales forteresses ont été occupées par 500 à 1000 hommes. Ils étaient construits en béton épais, et ils avaient en plusieurs étages de l'artillerie lourde dans des tourelles blindées rétractables, et des systèmes de filtration d'air pour empêcher l'entrée de gaz. À l'intérieur, il y avait tout ce qu'il fallait pour assurer une vie adéquate. Des zones de loisirs, des cuisines, des hôpitaux, des quartiers d'habitation, des entrepôts de fournitures et des trains souterrains sur des lignes de chemin de fer pour déplacer les munitions. De plus petites forteresses d'environ 100 à 200 hommes constituaient également la ligne, couvrant les petits bunkers de 20 à 30 hommes armés de mitrailleuses. Devant ces défenses, à la frontière, se trouvaient des fossés,
et des obstacles anti-chars, du fil barbelé, des mines et des blockhaus déguisés en maisons résidentielles, d'où les troupes françaises pouvaient donner l'alarme en cas d'attaque ennemie. Malheureusement, les Français ne se sont pas préparés aux tactiques de blitzkrieg des forces allemandes, ni à leur invasion à travers la Belgique neutre, ce qui leur a permis de contourner simplement la ligne Maginot en 1940. Là où les Allemands ont attaqué la ligne Maginot, elle a bien rempli son rôle, et les 400 000 soldats français qui formaient la garnison ont tenu une défense solide. Cependant, ces troupes auraient pu être utilisées pour la bataille principale en France. Porte-avions de glace, projet Habakkuk, arme secrète de la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 40, les sous-marins allemands coulaient les navires alliés, qui livraient des fournitures vitales des États-Unis à la Grande-Bretagne dans l'océan Atlantique. Un inventeur nommé Geoffrey Pike, travaillant sous les ordres du quartier général des opérations combinées, a eu l'idée d'une plateforme flottante insubmersible pour lancer des avions afin de défendre ses navires. Sa solution était un porte-avions indestructible fait de glace. Bien que cela semblait trop tiré par les cheveux pour devenir une réalité, Winston Churchill a approuvé l'idée avec enthousiasme. Pike a identifié la glace comme matériau, en raison des pénuries d'acier et d'aluminium. Cela nécessiterait aussi moins d'énergie à produire. Il a dessiné des plans pour une piste et un pont. Il serait alors creusé une piste et un pont. Il serait ensuite creusé à l'intérieur pour abriter jusqu'à 150 avions, des réservoirs de carburant et des logements. Il serait alimenté par un générateur électrique entraînant 20 hélices. L'ampleur du véhicule et l'épaisseur de sa coque de glace, de 40 pieds ou 12 mètres d'épaisseur, le rendraient insubmersible. Dans un en 1943, un prototype de modèle réduit, mesurant 60 par 30 pieds ou 18 mètres par 9 mètres et pesant 1000 tonnes, a été construit pour tester le concept au lac Patricia, Alberta, Canada, où le climat était approprié. Le prototype, alimenté par un moteur d'un cheval-vapeur, a fonctionné, survivant tout au long de l'hiver et de l'été. Cependant, la glace comme matériau de construction pourrait être fragile. Ainsi, Pikecrete, nommé d'après Geoffrey Pike, a été développé, qui était un mélange de 14% de pâte de bois et de 86% de glace. Cela le rendait facile à travailler, fondait plus lentement et offrait une meilleure solidité. Winston Churchill, enthousiasmé par les résultats du prototype, a ordonné la construction d'un navire de glace à grande échelle, nommé Habercock, et les Canadiens ont prévu avec confiance de réaliser cela d'ici 1944. Le projet a finalement été abandonné pour plusieurs raisons. L'augmentation des coûts et les exigences matérielles de l'effort de guerre, sa lenteur de seulement 6 nœuds, et le fait que le Portugal avait également donné la permission d'utiliser des aérodromes aux Açores, un groupe d'îles dans le Atlantique. Mais l'idée était sans doute simplement trop farfelue. Technologie de la Première Guerre mondiale. Dreadnoughts. L'amiral britannique John Fisher, premier lord de la mer, était la force motrice derrière le Dreadnought, un nouveau type de navire de guerre qui a rendu tous les navires précédents obsolètes. Le HMS Dreadnought était un design révolutionnaire et le premier de son genre lors de son lancement. Terminé en 1906, le Dreadnought était lourdement armé avec 10 puissants canons de 12 pouces ou de calibre 305 mm, capables de tirer avec précision à de longues distances. Auparavant, la Royal Navy avait des cuirassés armés de seulement 4 canons de 12 pouces et l'équivalent allemand avait 4 canons de 11 pouces. Les Dreadnoughts étaient beaucoup plus grands en apparence que leurs prédécesseurs en raison du poids supplémentaire des gros canons et de ses plaques d'armure. Pourtant sa vitesse était supérieure, atteignant une vitesse maximale de 22 nœuds. C'était également le premier grand navire de guerre propulsé uniquement par des turbines à vapeur. Le Dreadnought a provoqué une course aux armements navals entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Bientôt, ils se disputeraient pour construire plus de Dreadnoughts, et d'ici 1914, la Royal Navy avait 29 Dreadnoughts, tandis que la marine impériale allemande en avait achevé 17. Pendant la Première Guerre mondiale, les engagements navals étaient rares, ce qui était l'opposé de ce qui avait été prédit sur la base d'un événement récent de l'histoire navale, la bataille de Tsushima, lors de la guerre russo-japonaise de 1905. La bataille du Jutland en 1916 était le seul exemple majeur, et même alors, les naufrages étaient rares et espacés. Plus tard dans la guerre, un nouveau type de cuirassé appelé le Super Dreadnought ferait son apparition. Le premier de ceux-ci, la classe Queen Elizabeth,
a démontré une puissance de feu, une protection et une vitesse supérieures.